Bonjour et bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de marketing digital, mais surtout de partager avec vous comment le marketing digital peut venir booster votre notoriété locale. Pour cette émission, j'ai deux invités de choix. J'ai tout d'abord Quentin Gressien, qui est le patron de The Metrics Factory. Bonjour Quentin. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir d'avoir Anna Ponce, qui est notre conseillère dans le Var, ailleurs, depuis 7 ans, chez Capifrance. Anna. Bonjour à tous. Eh ben, bienvenue sur le plateau de Parlons peu, parlons bien. Quentin, si tu le veux bien, je crois que The Metrics Factory n'est pas encore connu du grand public, puisque tu travailles beaucoup en B2B. Si tu peux nous donner quelques informations sur ton entreprise. Bien sûr, avec plaisir. Donc The Metrics Factory, c'est une agence qui est spécialisée dans l'analyse des réseaux sociaux. On a développé notre propre technologie pour comprendre, décrypter, analyser tout ce qui se passe sur Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, etc. Et on se sert de savoir-faire pour fournir du conseil, des études et de la formation à des directions communication et marketing de grandes marques. Absolument, et on a fait appel à tes services en début d'année, et tu nous as expliqué comment Capifrance, la marque, se comportait sur les réseaux sociaux, et aussi nos conseillers, parce que tu as l'entreprise, et puis chez nous, on a nos conseillers. Puisqu'on va parler de social media, de réseaux sociaux, la première question que j'ai envie de te poser, Quentin, c'est est-ce que d'après toi, alors évidemment, la réponse va dépendre si je suis une entreprise du CAC 40, donc avec des moyens importants, ou un travailleur indépendant. Est-ce qu'il faut que je sois présent sur tous les réseaux sociaux? Est-ce que c'est une obligation si je veux absolument booster ma notoriété locale? Ok. Je pense que c'est pas une obligation, effectivement, c'est un idéal. Dans l'absolu, les réseaux sociaux, plus je vais être présent dessus et plus je vais avoir des résultats. Donc forcément, idéalement, on devrait tous être sur tous les réseaux sociaux pour présenter nos activités. C'est ce qui fonctionnera le mieux. Après, comme tu l'as très bien dit, la question va être double. C'est d'une part, quels moyens, quelles ressources, et ça peut être mon propre temps, c'est pas forcément des dépenses, je peux y consacrer. Et le deuxième paramètre à prendre en compte, c'est où est-ce que mon audience est présente aussi. Qui je cherche à cibler en termes de tranche d'âge, en termes de sociodémographie, en termes de comportement, et où est-ce qu'elle va être le plus présente. Sans prendre trop de risques, en France, et pour des cibles notamment large grand public, comme c'est le cas dans l'immobilier, les réseaux de méta, donc Facebook ou Instagram, vont être des bons choix. Il y a 46 millions d'utilisateurs en France sur Facebook tous les mois. Donc vous êtes à peu près sûr de trouver vos prospects dessus. Donc là, on ne va pas se tromper. En quelques mots, parce qu'on n'est pas là pour faire un exposé trop soutenu, si on prend les principaux réseaux sociaux, est-ce qu'il y a justement des différences de public? Parce que Facebook est l'historique, le plus ancien. Et on va dire, plus récemment, on a eu TikTok, etc. Est-ce qu'il y a des écarts types en termes d'audience? Comment tu pourrais nous synthétiser tout ça? En synthèse, ça va être des différences d'usage. Quel comportement j'ai? Est-ce que je consomme des contenus courts? Les fameuses vidéos verticales qu'on a tous vues, qui étaient à la base que sur TikTok et qui sont aujourd'hui sur tous les réseaux sociaux. Est-ce que je consomme des contenus longs? Et après, effectivement, des niveaux de maturité des plateformes. Aujourd'hui, je vous disais 46 millions d'utilisateurs sur Facebook, ça va être la même chose sur YouTube. Instagram, j'ai 30-35 millions. Donc, on va dire que là, Facebook, Instagram, YouTube, je vais avoir à peu près tout le monde. Effectivement, on va avoir des publics plus jeunes sur un TikTok que sur un Facebook. C'est de moins en moins vrai. Et c'est pour ça que je parle de maturité. TikTok, il y a un Français sur 4 qui est sur TikTok aujourd'hui. Eh oui, c'est pas mal. 25% de la population. Donc, il n'y a pas que des jeunes. Donc, il n'y a pas que des jeunes. Et donc, tu peux avoir intérêt à y être en se disant que peut-être qu'aujourd'hui, ce n'est pas ton cœur de cible, mais demain, ces gens-là, ces utilisateurs-là vont vieillir aussi. Et donc, tu peux être présent. Donc, pour conclure et en très grossière synthèse, TikTok va avoir une audience légèrement plus jeune qu'un Facebook qui, à l'inverse, va avoir une audience vieillissante, même si, encore une fois, 46 millions de personnes. Après, on est quand même sur des masses aujourd'hui. C'est vraiment des carrefours d'audience, ces réseaux-là. On n'est pas du tout sur des publics affinitaires, de geeks parisiens pour schématiser ou d'hyper jeunes. On est vraiment sur des pans entiers de la population. Bon, on va y revenir. Puisqu'on a la chance d'avoir un expert comme toi aujourd'hui, j'ai oublié de préciser que si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez nous poser des questions sur le chat. On y répondra à la fin de cette émission. Anna, alors, toi, tu es une professionnelle de l'immobilier depuis 7 ans. Si ma mémoire est bonne, tu as fait une reconversion professionnelle. Tu n'étais pas une spécialiste de l'immobilier il y a 7 ans. Tu es devenue une spécialiste. Et je me souviens aussi, quand tu as démarré, que tu as très rapidement décidé de lancer des actions, des opérations pour te faire connaître localement,
puisque quand on est conseillère indépendante comme toi, on n'a pas d'agence avec une vitrine. Exactement, oui. Donc, pour autant, il faut se faire connaître de son public local, j'allais dire. Et donc, tu as décidé de mener des actions. Qu'est-ce que tu as fait et quels étaient tes objectifs? Lors de mon démarrage, je m'étais fixé comme objectif d'être connue, comme Anna Ponce Immobilier, et puis de prendre une place au sein de cet écosystème d'agences et de mandataires sur mon secteur, donc hier dans le Var. Pour être connue et reconnue, je me suis donné trois objectifs en me disant déjà il faut se faire connaître comme Anna Ponce Immobilier. Donc la personne? Oui, les outils, les services, ce que je proposais. Être reconnu, là, la personne, donc le visuel. Alors maintenant, je parle de personal branding. À l'époque, je ne connaissais pas le terme, mais c'est un peu ce que j'ai mis en place. Et troisièmement, je voulais faire aussi rayonner ma marque parce que c'est ce qui me donnait un niveau d'autorité sur les niveaux de service, les niveaux d'outils et ce qui permettait aux clients de me positionner sur le luxe et prestige, sur le savoir-faire. Donc, l'objectif, c'était déjà de se faire connaître, mais savoir faire connaître ce que je faisais et ma valeur ajoutée. Tu as commencé par quoi? Alors, j'ai commencé par créer, un peu comme quand on crée un restaurant, une boutique, remplir sur les réseaux sociaux, de me faire connaître. Une des premières étapes, ça a été de prendre déjà mon téléphone et de contacter tout mon réseau pour dire que je démarrais l'activité. Et ensuite, de remplir les réseaux sociaux comme page Facebook, profil Facebook, Instagram et LinkedIn et Google, dont on aura l'occasion peut-être de reparler. J'ai commencé sur les 4 assez large, alors. Avec une préférence pour Facebook. Et puis, j'ai démarré assez rapidement un format que utilise notre coach dans le Var, qui est la capsule vidéo et qui est donc le format vidéo portrait, qui est maintenant très en vogue. À l'époque, c'était pas innovant, mais en tout cas, c'était un petit peu ambitieux de l'utiliser, qui marche très bien pour être vu et être reconnu, pour se faire connaître. Quentin, tu parlais de cible. Quand tu es comme Anna, encore une fois, tu n'es pas BNP Paribas ou Total, donc tu es à la fois community manager, tu es conseillère immobilière, donc il faut que tu débrouilles avec tout ça. Tu parlais de parler à sa cible. Comment on peut connaître sa cible? Comment ça se passe? Est-ce que je dois orienter mon message d'une certaine façon? Alors nous, notre cible, ce sont monsieur, madame, tout le monde. Hein, ces gens-là vont vendre leur maison ou vont vouloir en acheter une. Est-ce que je dois orienter mes messages d'une façon spécifique? Est-ce que je dois communiquer toujours de la même façon? Qu'est-ce que tu pourrais nous recommander là-dessus? À mon sens, votre cible va être la même que vous adressez hors des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont des canaux, en fait, et tu l'as très bien dit, tu as utilisé d'autres canaux quand tu as appelé tes contacts ou autres. Et donc, en fait, pour moi, l'idéal, je pense que votre discours doit être à peu près le même que quand vous vous adressez à un prospect qui vous met un bien ou que vous faites une visite. Il n'y a pas de raison de se transformer tout d'un coup parce que je suis sur les réseaux sociaux, d'autant plus qu'il y a une vraie prime à l'authenticité sur les réseaux sociaux et c'est de plus en plus vrai. On le voit dans l'évolution des formats. Les utilisateurs cherchent de plus en plus du naturel, de l'authentique, etc. Si on se met trop en scène ou qu'on essaye de créer un personnage ou d'adopter des codes, très souvent, on ne va pas tenir dans la durée. Parce que ça va sonner faux au bout d'un moment. Et puis, c'est plus fatigant de faire tout à fait, c'est ça. En fait, ça demande tellement d'efforts que tu ne vas pas tenir dans la durée. Tu penses aux filtres, par exemple, mettre en place des systèmes de filtres ou... Non, ça peut fonctionner, mais si tu dans l'attitude, en fait. Voilà, dans l'attitude, si tu te mets en mode journal de 20 heures tout d'un coup face à ton smartphone pour t'adresser aux gens, alors que quand tu les as en rendez-vous, tu leur parles pas comme ça. Ah non. Voilà, en fait, il va y avoir une dissonance, quoi. Je pense que la force, et notamment au local, c'est que la personne que tu as vue en rendez-vous, que tu as rencontrée, 2 jours, 3 jours, une semaine plus tard, il ouvre son Facebook, son Insta ou autre, il tombe sur une vidéo de toi et en fait, il te reconnaît. Exactement. Et il te reconnaît parce que tu t'adresses à peu près de la même façon, quoi. Okay. En termes de format, là, on parlait de format vidéo, moi j'ai souvent entendu dire qu'il fallait avoir des messages courts sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vrai? Par exemple, tu vas sur LinkedIn, souvent tu as des messages plus longs parce que, alors je sais pas si c'est parce qu'on parle d'expert à expert et il faut prendre le temps de partager son expertise, mais là-dessus, qu'est-ce que tu pourras nous conseiller aussi? Mon conseil, ce serait de s'adapter à la plateforme et du coup dans son mode de consommation. On dit format court parce que effectivement sur le fil d'actualité, quand je navigue, le premier enjeu c'est de se faire s'arrêter l'utilisateur pour qu'il regarde votre contenu et en général il va passer quelques secondes, quelques minutes à consommer le contenu, il va passer au suivant. Et donc là on est sur de la vidéo courte ou une image hyper impactante, quelques mots-clés. À l'inverse, ce même utilisateur,
il peut passer 2h30 à écouter un podcast sur Spotify, sur YouTube qui est un peu plus long, sur YouTube, ou à regarder sur Twitch un live qui dure des fois plusieurs heures. Donc en fait, tout dépend du contexte. C'est le premier point selon moi. Et après, ça dépend aussi de là où vous êtes à l'aise. C'est-à-dire que si tu es à l'aise en vidéo, c'est parfait parce que la vidéo, il y a beaucoup de formats vidéo qui existent. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec les vidéos, qui sont hyper à l'aise à l'écrit. Et dans ce cas, LinkedIn sera mieux pour eux parce que LinkedIn met en avant des formats écrits hyper longs. Donc je pense que ça dépend de ces deux choses-là. Après, ils peuvent dupliquer. S'ils ont fait un contenu intéressant sur LinkedIn, ils peuvent prendre un short et puis le rebasculer avec un format plus décontracté sur Facebook. Et du coup, pas beaucoup de temps. Et... Si tu regardes les professionnels, donc les créateurs de contenu, parce qu'il ne faut plus les appeler des influenceurs, maintenant des créateurs de contenu, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'ils ont un seul contenu à la base, une idée, un message à transmettre, mais ils l'adaptent en format long texte sur LinkedIn, en vidéo courte sur TikTok, en ce qu'on appelle des threads, des fils, donc sur Twitter ou threads justement, donc plusieurs messages qui se succèdent, en images, en story Insta, etc. Et en fait, c'est le même contenu à la base, c'est la même idée créative, un seul travail, déclinée en plusieurs formats. Exactement. Anna, donc on disait que tu étais devenue aussi du coup un peu community manager de ta propre communication. La question qu'on se pose souvent, ou en tout cas les questions que nous on entend quand on parle de ces sujets-là avec des gens qui ne sont pas très initiés, c'est souvent c'est techniquement un peu compliqué, ça prend beaucoup de temps. Toi concrètement, est-ce que tu t'es organisé justement pour avoir le temps de faire cette communication? Et si oui, comment tu t'y prends, le temps que tu y consacres, par exemple, le contenu, comment tu le trouves? Alors j'avais une vision un peu d'une ligne éditoriale, donc je m'étais quand même dit ce que je voulais proposer. Je trouvais ça assez magique d'avoir la possibilité d'avoir comme un encart dans Var Matin et de pouvoir tous les jours pouvoir prendre la parole et pouvoir choisir les thèmes. Du coup, dans l'idée, moi, je me suis autorisée à aller parler de mes services, de mes produits, de mon ancrage sur mon secteur, sur des nouveautés, ouverture, fermeture d'école, ou sur des choses qui touchent mes clients au sens large. Donc sur le contenu, je me suis pas fixée de règles. Déjà, c'était mon profil, ma page, enfin mon profil pardon Facebook, puis une page. Dans le démarrage, j'avais créé une page qui s'appelle Bien dans le Var, bien avec un S, où je mettais plutôt les avoir à faire. Donc là, j'avais plutôt démarré sur quelque chose qui intéressait les internautes. Et dans mon organisation, c'est un peu ma zone de génie de trouver des idées. Donc, c'était assez facilitant. Après, dans l'organisation, le conseil, pour ceux qui nous écoutent et qui démarrent, c'est d'aller prendre les contenus existants, soit sur les templates, soit sur des sites où on a du contenu, et d'aller les garder et de temps en temps se prendre une demi-heure le lundi matin, par exemple, le café à 8h30, et se dire aujourd'hui, je parle du nouveau DPE, aujourd'hui, je parle des prix de l'immobilier sur tel secteur. Et pas perdre du temps sur la création du contenu avec l'IA, tout ce que nous fournit notre réseau Capifrance. Les contenus, vous les avez. Et ajoutez plutôt votre touche personnelle, ce qui permet d'être différenciant. Ça évite d'avoir sur LinkedIn ou sur Facebook 50 fois le nouveau DPE. Bien sûr. Voilà. Alors, tu parlais justement de communiquer aussi sur l'actualité de ta zone géographique. Parce que si on parle de notoriété locale, c'est-à-dire que tu veux t'adresser à une audience locale, tu n'as pas envie de parler forcément à des gens qui sont à l'autre bout de la France, tu veux plutôt parler prioritairement à des gens qui sont sur ta zone géographique. Tes potentiels clients. Donc tu peux, du coup, tu conseilles aussi donc, de mixer de l'information liée à ton métier, mais aussi liée à ta ville, et de mêler un peu ou de mélanger ces contenus. Moi, c'est le choix. Enfin, de varier. Oui, moi, c'est le choix que j'ai fait parce que finalement, un client vendeur, il est à l'instant présent, par exemple. Mais finalement, dans le quotidien, il n'est pas vendeur de sa maison toute l'année. Donc, de garder un fil de choses intéressantes à échanger, c'est une façon de garder le contact. Et puis, selon ce que vous avez envie de faire en termes de prise de parole, l'idée, c'est d'être bienveillant, plutôt généreux, de donner du contenu, donner les prix au mètre carré dont on a parlé, donner de l'information, et idéalement d'être aussi inspirant de façon simple, de laisser transparaître la transformation de ce qu'on fait plutôt que l'outil et le service, plutôt que de dire aujourd'hui je fais un état des lieux d'entrée, de dire plutôt comment est-ce que ça peut apporter, comment je l'ai fait, se passe un état des lieux, comment ça se passe, et le truc d'après qui est sympa, c'est de dire pourquoi ça serait intéressant pour vous, ou en quoi vous retrouveriez dans les valeurs si vous me confiez votre bien à la vente. Donc d'essayer d'être aussi... Alors tu disais une demi-heure le lundi, c'est une demi-heure le lundi pour ta communication hebdomadaire, ou une demi-heure le lundi, mais aussi une demi-heure le mardi, le mercredi?
Après, chacun en fonction de son organisation. Mon conseil, c'est de gagner du temps sur la création de contenu, sauf si c'est votre passion. Là, hein, on parlait de ceux qui étaient plus LinkedIn ou Facebook. Aujourd'hui, on a des outils à notre disposition pour remettre en place une exécution facile. Je pense à anciennement SocialShare, qui s'appelle maintenant Amplify, qui a un outil là au sein de notre réseau Capifrance. Sûrement, vous en avez dans vos autres réseaux. L'idée, c'est qu'on a déjà du contenu, planifiez-le. Dans ces cas-là, ça peut être un créneau dans l'agenda. À un moment donné, 1 heure, je planifie mes diffusions. Et sur ceux qui sont plus sympas pour vous, plus facilitant, votre quotidien, les visites, ceux-là, vous pouvez les faire au fil de l'eau. L'iPhone est quand même le smartphone est un outil facile pour le faire au fil de l'eau. Okay. Après, comme tout, si c'est quelque chose qui est une contrainte, ancrez-le dans une routine, planifiez-le dans l'agenda. Si c'est quelque chose qui est facilitant, faites-le. Moi, c'est vraiment quelques minutes. Je prends plaisir à le faire. Et puis, il faudrait le faire tous les jours. Et si c'est compliqué de faire sur chaque réseau, rendez-le automatique, quoi. Utilisez les outils. Ok. Quentin, ton conseil là-dessus sur la fréquence. Alors on dit que parce que la notoriété locale, ça reste de la communication. On sait que la communication, normalement, c'est la répétition qui fait que le message est ensuite retenu. Tes conseils là-dessus sur la fréquence recommandée? Effectivement, c'est souvent la difficulté avec les réseaux sociaux et c'est ce qu'il faut faire, en tout cas, si on veut percer, c'est être hyper régulier, dans le temps, à très long terme. Tout le monde a commencé avec 0 abonné. Hein. Tout le monde a dû créer son compte, même ceux qui ont des dizaines ou des centaines de millions aujourd'hui. Au début, ils en avaient 0. Et c'est juste le fait que tu publies régulièrement sur des mois, voire des années, qui fait que tu vas te créer une audience qui s'incrémente avec le temps. Donc, dans l'idéal, effectivement, c'est plusieurs fois par semaine, quel que soit le réseau. 1 fois par jour, effectivement, pour des réseaux type Instagram ou autre. LinkedIn un peu moins parce que les contenus durent plus longtemps. YouTube pareil. Mais je pense que pour quelqu'un qui commence, et je pense que c'est comme c'est comme quelqu'un qui décide d'aller à la salle de sport. Tu peux pas passer de 0 à 100. Tu peux pas dire je fais jamais de sport et je vais y aller tous les jours. Je pense qu'il faut commencer par se dire je vais y aller. Mais tu le fais pas. Souvent, exactement. Ou alors tu vas te motiver. Alors que si tu dis je commence, je vais y aller 1 fois et après tu dis je peux y aller 1 fois de plus, tu vois. Ou alors j'y vais 2 fois et puis finalement après j'essaie d'y aller, de faire un entraînement plus, un troisième, etc. Démarrer par des exercices faciles et pas. Ou juste de rajouter une répétition, quoi. Donc moi je dirais que pour commencer, quelqu'un qui aurait à 0, qui fait rien, se dire je fais 2 contenus par semaine sur un de ces réseaux. Voilà, il passe de 0 à 2, c'est déjà énorme. Et après, en fait, une fois qu'il en fera 2 par semaine, que l'habitude est installée, faire un 3e, c'est beaucoup plus simple. Et donc là, tu es déjà à 3 et ensuite ainsi de suite, jusqu'à idéalement, 1 fois par jour, ce serait le Graal, je pense. Après, encore pas davantage, à l'inverse. Il ne faut pas non plus être omniprésent. Encore faut-il maintenir la qualité. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est qu'il faut que tu le tiennes en volume, mais que ça reste pertinent pour ton audience. Si, pour s'astreindre à faire du contenu à l'appel, entre guillemets, et en faire beaucoup, tu perds en qualité de contenu, c'est moins intéressant pour l'audience. T'as rien à y gagner, quoi. Et là aussi, on avait eu l'occasion d'en parler ensemble. Quand tu commences à publier, évidemment, tu as envie de voir si ta communication impacte. Et on se dit, tiens, j'ai fait 3 likes ou j'ai fait 30 likes. Là aussi, tu me disais qu'il faut, c'est pas parce qu'on va faire 500 likes que c'est forcément génial. Peu de likes, mais même, tu disais 100 vues, ça veut dire 100 personnes dans une salle. Tu peux aussi nous partager ça pour que ça rassure éventuellement ceux qui voudraient avoir des millions de followers et des centaines de milliers de likes. En fait, le problème aussi, ce qui se passe, c'est que c'est un peu un miroir déformant, les réseaux sociaux. C'est comme comme Anna, tu te mets à mettre du contenu ou autre, tu vas être en concurrence avec des gens dont le métier est de créer du contenu, avec des influenceurs, des médias, même des marques qui ont d'autres budgets. Il ne faut pas perdre de vue que ici, nous, ou ce que les conseillers essayent de faire, leur métier, c'est pas les réseaux sociaux. Non. Les réseaux sociaux, c'est un canal pour générer du business ou se faire connaître, comme tu disais, juste se faire connaître localement. Donc, si on remet ça en perspective, j'ai pas besoin d'avoir 10 millions d'abonnés sur mes canaux, j'ai pas besoin de faire des millions de likes ou même des milliers de likes à chaque post. J'ai juste besoin de me faire connaître. Et donc, dans cette perspective, effectivement, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, si je fais un post et qu'il est vu même 25 fois, ce qui est très faible, c'est vraiment au début, il faut s'imaginer une salle avec 25 personnes face à soi et vous qui parlez de votre activité. Donc c'est déjà pas mal. Ça remet les choses dans leur contexte. Bien sûr. Okay. Et après, encore une fois, 100 personnes qui voient la même chose et un message entrant, je pense, de quelqu'un qui dit « Bonjour, j'ai un mandat ou j'ai ma maison, ma résidence principale à vendre, est-ce qu'on peut se rencontrer ?» Pour moi, ça a toute la valeur, ça donne toute la valeur en fait
à la stratégie et ça a beaucoup plus de valeur que des milliers de vues ou des centaines de likes. Et puis c'est gratuit, ça prend peu de temps et ça pas... Alors justement, j'avais pensé à une autre question, mais puisqu'on est sur ce sujet-là, alors Quentin, toi, c'est ton métier de conseiller les entreprises sur ces sujets-là. Et Anna, très justement, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que c'est gratuit. Et on sait que, alors ça prend du temps, mais l'utilisation est gratuite. On sait qu'on peut aussi la booster, on peut sponsoriser. Là-dessus, est-ce que tu as des conseils à nous partager aussi sur l'utilisation et comment dire, l'impact que ça va avoir versus j'utilise le modèle gratuit? Ouais. La réalité des marques aujourd'hui, c'est qu'à 99% ou 90%, elles sont obligées de payer pour se rendre visibles. Elles sont obligées d'acheter de la publicité. À part si vous êtes une marque avec une énorme affinité, ce qu'on appelle une love brand, désolé pour l'anglais, sur les réseaux sociaux. Donc ça va concerner les maisons de luxe, les marques de sport, Red Bull, qui est très fort sur ça. Il y a Nutella peut-être à la limite, quelques marques un peu comme ça qui peuvent vivre sans publicité parce que les gens les recherchent. Elles ont une telle notoriété, elles ont une telle affinité avec leur public que ça marche. Quand vous vendez de l'assurance, des produits bancaires, du shampoing ou du produit vaisselle, enfin, toutes les autres marques, malheureusement, les utilisateurs de Facebook, Instagram, TikTok ou autres ne viennent pas sur ces réseaux pour voir ces marques-là. Elles veulent pas les voir. Il faut un peu pousser. Non, il faut s'imposer à elles. Et la publicité sert à ça. Tu vois, c'est qu'en fait, elle s'impose à elle. En tant qu'utilisateur ou utilisatrice, tu ouvres ton Instagram, ton Facebook, et là, tu as une publicité qui vient à toi parce que des gens ont payé pour en fait s'exposer à toi sans que l'algorithme choisisse si le contenu les intéresse. Donc c'est là la difficulté pour ces marques-là, c'est qu'elles sont obligées de faire ça, sinon elles n'ont pas ou très peu de visibilité. Mais il faut garder en tête que quand elles font ça, elles sont intrusives puisque l'utilisateur n'a pas demandé à les voir. Donc elles s'imposent à lui, et c'est là où il faut des ressorts créatifs, un message, une récompense ou autre pour que le contenu soit consommé. D'accord. Et c'est la chance entre guillemets, enfin c'est pas la même logique quand on est indépendant ou quand on est alors justement comme toi. Dans le cas de Anna où je suis conseiller immobilier, donc là est-ce qu'il faut que je m'impose absolument sur les réseaux sociaux et donc je dois payer ou c'est pas forcément nécessaire? Je pense que ça dépend de où tu en es dans ton usage des réseaux sociaux, ta maturité, et toujours pareil du résultat que tu veux, le niveau de chiffre d'affaires et donc de contact et de notoriété dont tu as besoin. Enfin, je ne sais pas si tu as déjà fait de la publicité d'ailleurs, mais j'ai tendance à penser que tu as déjà une courbe de possibilités sans payer qui existe. Parce que, et ça pareil, tous les algorithmes des réseaux sociaux le font, ils vont mettre davantage en avant les personnes que les entreprises, que les entités. D'accord. Donc en fait, déjà mécaniquement, en tant que personne, Anna Ponce aura plus de chances d'être visible naturellement que Capifrance. Que Capifrance dans l'absolu. Si vous repartiez à zéro demain, demain on crée d'autres profils. C'est bon. Cool. Okay. Et ça se voit très bien sur LinkedIn. LinkedIn, les dirigeants d'entreprise ont quasi systématiquement plus d'audience que leur entreprise, ou en tout cas à effort égal. Demain, on ouvre une page Capifrance et on ouvre ta page. Vous partez tous les deux de zéro, vous mettez du contenu. Tu auras 10 ou 15 fois plus de visibilité sur LinkedIn que Capifrance. Tout l'intérêt de relier à chaque fois des hashtags du nom de son entreprise pour vraiment créer l'effet boule de neige. Oui, complètement. De faire le lien entre les deux. LinkedIn, c'est ça? Oui, sur LinkedIn. Mais voilà, et tu l'as dit en intro, le personal branding, discipline ou concept qui vient des États-Unis, c'est hyper fort et les réseaux sociaux sont un super outil pour ça parce qu'encore une fois, en tant qu'individu, on va avoir plus de facilité à se rendre visible par les algorithmes. Alors, puisqu'on parle de notoriété locale à travers le marketing digital, mais le marketing local, c'est pas que ça. Oui. Et toi, Anna, je sais que tu ne fais pas que de la communication à travers les réseaux sociaux, tu fais d'autres choses. Tu peux nous en parler Oui, j'ai fait les deux en fait pour qu'il y ait une caisse de résonance, donc les réseaux sociaux, le social media, de mettre du contenu, de l'information. Et après, j'ai fait le choix de l'ancrer sur mon secteur. Notamment quand on est mandataire indépendant, on n'a pas d'agence vitrée. Et je voulais que les personnes dans leur quotidien physique puissent avoir un rappel à l'image, un rappel à la marque, le code couleur, blanc-bleu, Capifrance, Anna Ponce. Alors j'ai fait aussi le choix de code couleur personnel pour qu'il y ait vraiment quelque chose de fort. Et j'ai fait des achats de communication locale par du print urbain, donc des panneaux. Alors il faut démarrer avec son budget, donc des 1 par 1,50, des préenseignes. Et petit à petit, je
je fais grandir mon ancrage local. Uniquement sur ma commune, c'est 55 000 habitants. Alors après, si vous avez des communes plus petites, il faut peut-être agrandir, mais et ça bien faire voilà, tu rebond. fais les deux, hein, Je mixe les deux. J'aimerais bien faire plus urbain, mais c'est un budget important. Là, pour le coup, c'est payant. Sans forcément nous dévoiler des montants par rapport à ton chiffre d'affaires, est-ce que tu prévois un pourcentage d'investissement sur ta communication, en l'occurrence? Je le prévois, je le fixe dans le marbre parce que c'est toujours de l'argent difficile à sortir, hein, parce qu'après, peut-être on en parlera, le ROI n'est pas toujours évident à calculer, donc c'est vraiment de l'argent sorti. Je prévois entre 4 et 5% de mon chiffre d'affaires. Il y a des années qui seront meilleures que d'autres. Et quand on démarre, j'avais prévu 12-15% du chiffre d'affaires. C'est un peu l'exemple du restaurant. Vous avez appris vos recettes de cuisine, vous être prêt, un bon chef, vous avez fait une belle table, une belle terrasse. Si vous communiquez pas sur le fait que vous êtes ouvert, que vous êtes un bon restaurant, vous allez avoir salle vide. Donc il faut faire, mais il faut aussi faire savoir. Et le panneau, c'est très très efficace et ça touche tout le monde sur notre zone de chalandise. Bon, alors, vu que il y a des formats un peu moins chers que d'autres. Hein. Il faut aller les chercher sur vos secteurs. Vu que tu as une approche très, très structurée et d'entrepreneuse, j'allais dire, si tu investis, c'est pour avoir un retour sur investissement. Comment tu le mesures, ce retour sur investissement? Alors, idéalement, il faudra avoir des tableaux de bord et pouvoir faire vraiment du sourcing quand les clients appellent en demandant comment vous m'avez connu. On finit toujours un peu par le savoir. Globalement, si j'ai 1 ou 2 fois par an vraiment des clients qui appellent en disant « je vous ai vu sur un panneau », c'est quand même rare, mais ça peut arriver, c'est de l'appel entrant. Là, c'est clairement identifiable. Mais souvent, c'est une redondance. Je donne un exemple d'un client qui était l'ancien nounou de mes enfants, assistant maternel, qui avait un appartement à vendre et qui m'a appelé. Donc je me suis dit, c'est parfait, c'est parce qu'on se connaissait il y a 8 ans. Et après, plus tard, j'ai appris qu'en fait, il avait un nouveau métier, il était responsable de flotte pour des bus. Et en fait, il passait tous les jours dans mon panneau. Et donc, un apport immobilier. Et le jour où il s'est dit, je vais vendre l'appartement, c'était quand même il y a 8 ans, donc on se connaissait. Il aurait pu avoir d'autres agences. Et le fait d'avoir chaque jour un petit peu, le jour où il y a le passage à l'action, de mettre son bien en vente, et ben, il a pensé à moi. Donc il faut essayer de prendre des paroles quotidiennes et de façon récurrente pour que le jour où il y a le passage à l'action, il pense à vous. Et puis puisque tu communiques quand même assez régulièrement et sur les réseaux sociaux et à travers l'affichage urbain, les gens te reconnaissent aussi à un moment donné, puisque tu cibles ta communication, j'imagine, quand tu fais ton marché. Les gens doivent dire c'est Anna Ponce ou... Oui, c'était un peu l'idée du personal branding, mais parce que c'était facilitant pour moi de me mettre en avant. Et j'y voyais un intérêt, on parlait du ROI, donc celui qui est quantifiable, celui qui est non quantifiable, c'est finalement les clients qui viennent à vous, parce que moi du coup je fais plus de prospection phonique ou prospectus, donc je fais quasiment que du réceptif via la notoriété locale. Et l'avantage, c'est que les clients qui viennent à vous, ils savent déjà qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, vous avez déjà, via votre marque, assis votre niveau d'autorité sur les produits, les services, la marque. Ils ont vu que vous marchez, puisqu'ils voient des panneaux à vendre, vendus, ils voient que vous faites aussi de la publicité. Et quand ils viennent, si vous avez un peu transpiré qui vous êtes et votre mindset, votre état d'esprit, là, ils viennent aussi pour vous. Et donc, quand ça démarre, c'est facilitant. Ils te choisissent, quoi, quelque part. Ils te choisissent, donc c'est du mandat exclusif, la confiance quasi acquise. Et puis souvent, je dis qu'elle se ressemble, s'assemble. Si vous avez communiqué avec transparence, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, sincérité. Authenticité. Donc le ROI, il est là, c'est que déjà, il y a du business, en quantitatif, et en qualitatif, moi, ça me prend pas d'effort et c'est plutôt sympa, du coup, dans le boulot, de travailler avec des gens qui viennent. Super. Alors, mais c'est vraiment facile. Ça paraît comme ça un peu là, faut s'y mettre, quoi. Je suis totalement convaincu. Alors, on parle de l'intérêt de cette communication, évidemment. Est-ce qu'il y a des écueils à éviter, Quentin, des choses à pas faire si on veut réussir sa communication sur les réseaux sociaux? Je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est commencer et arrêter déjà. Encore une fois, c'est la régularité qui donne tout. Donc, la régularité, ça c'est important. Ouais, la régularité. Après, c'est comme toutes les actions de communication, donc tout ce qui est message un peu mensonger ou faux de lieu ou autre. Moi, je dirais, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais pas céder aux sirènes des likes ou autre. Parce qu'en fait, après, quand tu passes dans une logique de je crée du contenu pour mon audience, bien sûr, tu vas regarder quel contenu fonctionne le mieux. Ou qu'est-ce que veut mon audience, qu'est-ce qui va lui plaire. Et en fait, si tu suis ce chemin-là, il faut le suivre un peu, évidemment, pour que tes contenus performent. Mais si tu le suis trop, tu vas te retrouver à faire des contenus parce que c'est ce que les gens veulent, mais pas parce que c'est ce que tu as à dire. Et en gros, tu vas très vite sortir de tes objectifs business
et tu vas te retrouver à faire du divertissement, quoi, ce qui est un autre métier. Donc ça, je pense que c'est un écueil à éviter. On rentrer moins de mandat, le divertissement. Mais... Ouais, ou pas, peut-être qu'il y en a qui arrivent à faire les deux, mais je pense que c'est souvent l'écueil. On se dit, bah tiens, il y a ce hashtag qui est à la mode, ou tiens, tous les autres font ça sur les réseaux, ou j'ai vu ce contenu-là, je vais faire pareil. L'idéal, c'est d'arriver à l'adapter tout en portant son message, mais rester vraiment sur son message d'expert immobilier. Sinon, voilà, on bascule dans du divertissement. Il y a aussi, j'imagine, parce que la limite de l'authenticité, c'est de partager tout ce qu'on est ou tout ce qu'on pense. J'imagine des terrains sur lesquels, si j'ai une communication professionnelle, il vaut mieux que j'évite d'aller. Par exemple, là, on a une actualité politique. On pourrait tenter de donner son avis. T'es dans le Var, pas loin du Var, il y a les Bouches-du-Rhône, il y a Marseille, donc je pourrais tenter de parler de Marseille, de mon équipe, pas de Marseille, mais de mon équipe de football. Pense au foot, là? Ah ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a des sujets où tu penses qu'il faut évidemment éviter d'être clivant, en l'occurrence? Ouais, non, bah, je pense que t'as raison, c'est un très bon point. Effectivement, moi je dirais qu'il faut rester faut rester professionnel, assez neutre, lisse, etc. En tout cas, même s'il faut être authentique, donc c'est où est-ce qu'est la limite. Ce qu'on fait pour les marques, et ça peut être peut-être un bon exercice pour ceux qui se lancent, c'est d'avant de se lancer, de faire la liste des interdits, de où est-ce qu'on veut pas aller, et à l'inverse de où est-ce qu'on veut aller. Nous, on fait ça pour les marques, pour dire, bah voilà, les sujets à éviter, souvent c'est très lié à leur cœur d'activité. Je pense que ça peut être un bon point. Après, sinon, la règle un peu générale, c'est un peu comme quand les règles de bienséance quand vous êtes invité à un dîner. On parle pas politique, on parle pas... Politique, religion, etc. Ouais, faut pas en parler à table, et football, je crois. Mais voilà. Chez nous plus. Mais... Je pense que le sport, ça peut être un vecteur... Encore faut-il un peu s'y connaître. Quoi. Voilà, et puis il faut l'angle, faut pas faire n'importe quoi. Mais, oui, ou réagir peut-être, je parle d'actualité, il y a eu les Jeux Olympiques. Oui. Ah, tu peux peut-être réagir positivement par rapport à un exploit, et là tu prends pas parti pour quelqu'un, pour ou contre. Oui, ou même l'athlète de ta région, voilà. comme on est dans le local, l'athlète de ta région qui fait une médaille au JDO, tu veux faire un post en disant bravo, etc. Je pense que ça fait pas de mal. C'est complètement, Donner ton avis sur les élections ou sur le conflit israélo-palestinien ou sur la guerre en Ukraine. Voilà, ce genre de choses, effectivement, on ne sera pas les mieux placés pour aller sur ces terrains-là. Mais tout à fait. Il ne faut pas oublier que vous êtes conseiller. Et puis sans doute que ton audience, c'est pas ce qu'elle a envie c'est pas. De façon générale, ce qui plaît, c'est du contenu sur comment vendre, sur la décoration, sur les agencements, sur les services. Et encore, voilà, les clients aiment bien voir aussi les petits trucs et astuces, les nouveautés, les visites virtuelles, etc. Et puis après, sur leur secteur, je me rends compte que c'est quelque chose qui On leur parle plaît. de leur secteur. Oui, l'ancrage vraiment local. Et puis, de façon générale, je trouve que les messages positifs sont plutôt relayés. Donc moi, je conseillerais d'être plutôt inspirant et d'apporter plutôt des bonnes nouvelles sur les réseaux sociaux. Je pense que ça, c'est gagnant-gagnant. Et puis, on a un rôle dans une prise de parole de dire plutôt des choses positives. Et en tant que conseiller immobilier, c'est aussi une façon de porter une parole plutôt sympa. Pour rester sur des choses peut-être un peu négatives, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir fait des erreurs parfois? Tu dis, tiens, là, je me suis... je croyais que non, mais ça nous arrive tous, de faire des erreurs. J'ai vu que tu l'avais posé, je me suis dit, tu parles sur le... C'est chouette, toi. Non, mais tu n'en as peut-être pas fait, et tant mieux, mais... J'en ai deux. Et ben, effectivement, sur l'authenticité, la sincérité, sur les premières communications, donc j'avais fait le choix de mettre du visuel et me mettre en scène sur ces visuels. Donc, naturellement, j'ai fait intervenir un photographe professionnel qui m'avait fait une très belle photo, très posée, un peu à la façon LinkedIn. Alors, pas les bras croisés, parce que je voulais pas faire trop américain, je suis dans le Var, mais belle veste, les cheveux à la Maria Carey, le regard posé, etc. C'était too much, c'était pas adapté finalement au message que je voulais faire passer, confiance, transparence, accompagnement, coaching, immobilier. Donc, le message était un peu décalé par rapport à ce que je voulais faire passer. Et puis, finalement, surtout, décalé à qui j'étais, convivial, souriant, plutôt familier, authentique, disons. Donc, le conseil, ça serait, par rapport à cet écueil, de ne pas mettre de filtre, d'essayer d'être soi-même, de parler de ce qui vous anime, de pas, tout ce qu'on disait, de pas aller jouer les matchs qui sont pas les vôtres, parce que moi, je vais pas parler de football, parce que voilà, c'est pas mon truc, mais on vous attend pas forcément sur ça. Sur un deuxième écueil, alors là, ça sera vraiment la partie de Quentin, c'est que moi, j'ai démarré les réseaux sociaux en autodidacte, alors grâce aux formations de Capifrance en ligne et tous les outils qu'on a. Et en fait, j'ai travaillé au début un peu en circuit fermé, donc je mettais du contenu, puis j'avais des likes, des vues, donc plutôt famille, amis, sphère d'influence.
Et à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes. Bah oui. Et que mon objectif, c'est aussi de se faire connaître à l'extérieur. Eux, ils savent déjà que tu faisais de l'immobilier. Eux, ils savaient déjà que je faisais de l'immobilier. Après, c'est pas grave, ils y repensent. Et puis, des fois, tu leur dis, je suis sur Toulon. Ah, mais oui, je suis sur Toulon. Et donc, c'était un peu le problème du profil, qui est un peu moins le cas sur la page ou sur LinkedIn. C'était d'agrandir le cercle. Donc, l'erreur que j'ai fait, c'est celui-ci. Et puis, l'erreur, c'était de pas oser demander aux gens de venir dans ce cercle. Donc, de pas avoir de syndrome d'imposteur. Les réseaux sociaux, c'est pas tabou. Si vous êtes dedans, mettez-vous à l'aise. Quentin vend sa maison, quel que soit l'âge, de lui dire vous êtes réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, demandez-moi en ami. Bon, moi, mon profil, il est vraiment business. Il n'y a plus de choses de ma famille dedans. Et comme ça, il voit. Et après, une fois qu'il repart, tous les jours, il a son journal où il continue à avoir le flow. Donc, ouvrez votre cercle et osez demander aux gens à venir. Et alors, je ne sais pas si on rebondira sur les avis Google ou les avis certifiés, mais osez aller vers l'extérieur pour faire grossir votre sphère d'influence. Bien sûr, ouais. Donc voilà, donc les 2 erreurs, soyez authentiques et de redonner une retranscription de qui vous êtes sur vos communications. En plus, c'est beaucoup plus facile. Et ouvrez votre cercle. Voilà, après, bien sûr. J'ai mis 7 ans à comprendre tout ça, mais là, ça peut c'est donner des tips. C'est un apprentissage. Et puis, s'il y a des pros qui sont là, ça veut dire qu'il y a quand même des choses à apprendre et à comprendre. Justement, transition, donc il y a les réseaux sociaux, et puis il y a Google Business Profile maintenant. Avant, c'était Google My Profile. Est-ce que, comment ça fonctionne? Parce que ça, c'est ultra important, parce que quand les gens, pour le coup, passent à l'action dans un projet immobilier, puisque nous, on fait de l'immobilier, ils vont sur Google et ils tapent les prix au mètre carré ailleurs, un agent immobilier à tel endroit. Est-ce que tu peux nous donner aussi quelques conseils? Donc on doit travailler ça, je pense que c'est important. Comment ça se travaille? Je t'écoute, Quentin, si tu as des recommandations à nous faire sur ce sujet-là. Oui, ça marche. En fait, en gros, tout l'écosystème Google, site web, moteur de recherche, il est complémentaire à l'écosystème réseaux sociaux. C'est 2 logiques marketing très différentes parce que c'est 2 comportements très différents de l'utilisateur. L'utilisateur, dans le côté Google, effectivement, il est en phase de recherche, comme tu l'as dit. Donc en fait, il est en phase de recherche, il est en train de chercher un bien immobilier ou de s'informer sur l'immobilier. Il est plus ou moins avancé dans son processus, mais il est en phase de recherche. Et donc en fait, le but, c'est de l'attirer à soi. Donc c'est pour ça qu'on parle de référencement, c'est d'être présent aux bons endroits pour que quand il fasse ses recherches, un mot donné, il tombe sur vous. C'est une logique hyper différente des réseaux sociaux où, comme je le disais tout à l'heure, là, en fait, on va être en push, pardon pour l'anglicisme encore. Donc, le Google, c'est du pull, on attire les gens à soi, et les réseaux sociaux, c'est du push, on va pousser du contenu à eux, et ils n'ont rien demandé. Et donc, l'idéal, évidemment, c'est d'être très complémentaire. C'est d'avoir les deux pour être complémentaire. C'est d'être présent sur Google, les sites web, évidemment, de référencement, pour que quand quelqu'un dans ta région ou autre cherche immobilier, à un moment ou un autre de ses recherches tombe sur toi, et de maintenir une présence continue avec les réseaux sociaux. Après, Google, ça vous apparera pas échappé, c'est le grand groupe de tech qui a jamais réussi à faire son réseau social. Ils ont tenté à plusieurs reprises, mais avec assez peu de réussite, justement parce que eux, leur logique, c'est celle-là, c'est celle du référencement et des moteurs de recherche. Et du coup, ils ajoutent beaucoup de fonctionnalités propres aux réseaux sociaux sur Google Maps, sur Business Profile, etc. Et donc maintenant, vous pouvez effectivement avoir votre Google Business Profile, publier des photos dessus, publier des contenus, gérer les avis, etc. Et tout ça, en fait, va améliorer votre référencement au moment où les gens vous gèrent. Okay. Tu le travailles, toi, particulièrement Je le travaille beaucoup, et on parlait tout à l'heure de ROI. Sur Google My Business, c'est celui qui va être le plus gagnant et le plus bankable. On en parlait en off. Mon conseil, c'est vraiment de lui donner à manger tous les jours, comme si c'était votre animal de compagnie. Chaque fois que vous passez devant, mettez-y une photo, une vidéo, du contenu. Vous pouvez l'avoir directement sur votre téléphone. Vous tapez votre nom, prénom, et vous avez directement accès. Ou vous faire aider par des sociétés. Je pense à Partout, Géolide, avec qui Capifrance, on est partenaire, pour vous aider déjà à le mettre en place comme une vitrine, de mettre vraiment tous les éléments. De structurer, de le remplir à 100%. C'est vraiment un média. Google. Hyper simple, et il suffit de comprendre les règles du jeu. Si vous ne les comprenez pas, faites les formations ou documentez-vous. Remplissez tout parfaitement, et après, alimentez-le. En fait, c'est vraiment le réseau social qui a le besoin d'avoir le plus de data, et mettez des choses simples, photos, vidéos, articles. Avis client, évidemment, et avis client. Là, on parlait des routines. Ancrer la routine, de demander des avis clients. Si c'est quelque chose qui est un peu gênant pour vous, parce que c'est vrai qu'on est très sollicité de demander des avis, automatisez-le le vendredi, fin de semaine. Tous ceux qui ont fait des visites avec vous, n'hésitez pas à mettre un avis client. Proposez au client de mettre une photo.
idéalement, voilà, qui vous mettent un peu Donc des ça, mots-clés. c'est intéressant. Donc toi, tu sollicites tes clients, qui ne sont pas toujours des clients, parce qu'ils n'ont pas tous acheté d'ailleurs. Quelqu'un qui a visité, qui n'a pas quelqu'un acheté, qui est en contact il est avec quand même toi, client. Donc tu les sollicites pour leur proposer de laisser un avis sur ton Google Business Profile. Oui, j'ose les solliciter. Et ça marche. Après, c'est ce qui se fait de plus en plus. Alors c'est vrai que c'est un peu chronophage, de plus en plus sollicité. Je le fais de façon simple. J'ai un QR code que j'ai automatisé, puis j'ai sur un cahier, ou parfois j'envoie un système d'SMS. Il y a des sites qui vous le font très bien. Je le fais, ça fonctionne assez bien. Quand je fais des avis de valeur, sur les ventes essentiellement, un peu en complément d'ailleurs des avis vérifiés qu'on peut avoir sur nos sites internet. C'est quelque chose qui marche très bien et qui est très gagnant sur les avis. Ça vous fait un bon référencement. Bon, top. Qu'est-ce qu'on aurait oublié de dire, Quentin? Est-ce que tu as un message particulier, un conseil que tu n'as pas encore prodigué, que tu voudrais nous partager? Anna aussi, moi j'ai regardé, je crois que dans ma liste de sujets que je voulais qu'on partage, j'ai fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose Non, moi conseiller je pense à quelque chose, je réfléchis un peu à l'expérience d'Anna. Je pense que le plus dur, c'est de se lancer sur les réseaux sociaux. Et souvent, les freins qu'ont les gens, c'est assez peu des freins techniques. Il y a un peu, effectivement, il faut connaître les plateformes, on n'est pas obligé de faire les carousels, on peut faire juste photo, texte. Tout à fait. Et en fait, ces freins techniques, tu les lèves assez vite. Et souvent, c'est plutôt des freins presque psychologiques. On en parlait, d'oser, effectivement, de je me mets en avant. En Europe et surtout en France, on a parfois un aspect un peu négatif de ça. Donc mon conseil, ce serait justement d'essayer de travailler sur ça pour se lancer et d'être régulier, parce qu'en fait, ça reste quand même un très bon outil. Oui. Encore une fois, c'est pas accessoire à notre époque, ces outils-là. 46 millions de Français qui passent 2 heures par jour en moyenne. C'est un des médias les plus consommés. La barrière à l'entrée est super faible. Ça coûte rien. Donc par rapport à un peu de temps, de la connaissance, etc., et de la régularité. Mais par rapport à d'autres canaux d'acquisition marketing, je trouve que c'est un super outil. Et sur ce qu'on pourrait dire les croyances limitantes, on pense que c'est urbain, on pense que c'est plutôt des jeunes. Quand tu disais 46 millions, ça veut dire que c'est 3/4 de la population française qui est dessus, donc il n'y a pas que des jeunes. Et puis il n'y a pas que des urbains forcément. Et on s'aperçoit autour de nous, on a de la famille, des parents qui aujourd'hui vont sur les réseaux sociaux parce que c'est aussi un média qu'ils utilisent. Et partout en France, on a un de nos conseillers qui est dans le Gers. On va dire que c'est pas le département le plus urbanisé. 25% de ses affaires, il les rentre par une communication que sur Facebook. C'est quand même incroyable. Donc on voit quand même la puissance. Alors il est très régulier, et puis tu parlais d'une ligne éditoriale, il a une façon de communiquer. Il a des aptitudes. Et les gens le reconnaissent. C'est assez sympa. Anna, un conseil aussi? Oui, parce qu'on a parlé de Google My Business et donc de Profile. C'est Google Business Profile, mais on parle bien de lui, du même. C'est donc le référencement, et c'est aussi utiliser tous les canaux en effet de caisse de résonance. Et je pense notamment, alors je ne sais pas si d'autres réseaux l'ont, mais nous on a l'opportunité d'avoir le site internet qui est lancé, donc un site individuel qui est différent. Notre propre site qui est différent d'une page. Donc de comprendre comment ça fonctionne, et surtout de ne pas passer à côté de la fusée qui décolle. C'est d'avoir son propre URL. Anna Ponce Immobilier Capifrance, de pouvoir communiquer, et surtout si vous avez déjà bâti un peu comme un marcheur vos cairns, vous avez mis des petits cailloux sur Facebook, Insta, etc. Avec l'arrivée d'un site internet, vous pouvez relier, et là c'est vraiment top parce que vous allez récupérer vraiment les leads entrants. Et puis là pour le coup, peut-être je vais me tromper, mais on a un système de reporting où on peut voir le nombre de vues, le nombre de clics. Tu te trompes donc pas. Ça, c'est quand donc même... Là, c'est un scoop que tu dévoiles, puisque les lancements... Non, c'est pas grave. Les lancements des sites conseillés, c'est demain. Ouais, moi, je trouve ça génial. Après, je suis un peu... je fais partie de ceux qui... tu pourras effectivement vérifier le trafic que tu as sur ton site. Alors, je ne sais pas si ça parle pour tout le monde, mais la page, c'est quelque chose de fixe. Et le site Internet, c'est vraiment personnalisé avec de la data qu'on met dedans. On peut mettre une bannière, une photo, ses propres textes, son secteur. Et on travaille soi-même pour son référencement. Aussi pour Capifrance, mais du coup, on est vraiment indépendant, son propre patron, de son propre site. Absolument. Donc, j'invite tout le monde à utiliser le site. Outil. Après, je crois que c'est ouvert à d'autres réseaux, mais si c'est pas, j'allais sur Google, ça fonctionne bien. Parfait. Merci beaucoup. Avant qu'on termine cette émission, on va répondre aux questions peut-être qu'on nous a posées. J'en ne sais rien. Est-ce qu'en régie, vous avez des questions à nous partager ? Alors, si on souhaite investir dans la publicité sur Internet, doit-on privilégier la pub Google ou Facebook? Quentin, c'est pour toi.
Alors, on a compris que c'était pas la même chose. Tout à fait. Donc, si vous avez suivi, vous avez compris que ce n'était pas la même chose. Je dirais que ça va dépendre de votre référencement naturel sur Google. Parce qu'en gros, si de manière naturelle, avec les mots-clés, vous apparaissez déjà bien dans Google, il n'y a peut-être pas besoin d'acheter de la publicité en plus. Encore une fois, vous avez compris que c'était 2 leviers différents. Moi, je vous dirais que les 2 sont bien. La meilleure façon... Tu dirais Google? Je dirais Google parce que c'est celui qui va vous générer le plus de mandats. Si on parle que immobilier... Là, sauf si par ton référencement naturel, si je tape trouver une maison ailleurs et que je vois Anna Ponce qui arrive sans qu'elle ait acheté le mot-clé, pas besoin d'en acheter en plus, tu vois, le job est fait. Ouais. Je sais pas ce que tu en penses, moi je me dis que sur Facebook, justement, dans notre métier, sponsoriser le fait qu'on fait de l'immobilier, je vois pas trop l'intérêt. Par contre, on peut avoir, par exemple... soit une affaire un peu exceptionnelle, soit dans le neuf, une proposition, justement, une offre commerciale super intéressante. Là, tu peux peut-être la booster, parce que là, tu veux pas générer de l'audience, tu veux générer du trafic et du business pour un produit précis. Peut-être que là, ça vaut le coup de se dire, tiens, j'ai un produit d'investissement, je vais cibler des CSP, une zone géographique, je mets 300 € et il y a là. Je sais pas. Moi, comme vous l'avez compris, je suis très data. Donc, ce que je dirais, la meilleure réponse, c'est l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de. Fais ta réponse, ne fais pas influencer. Non, assez peu de minimum de dépenses sur les 2 plateformes. Donc, l'idéal pour David, je dirais, c'est de mettre 20 € sur Google, 20 € sur Facebook, et à la fin du mois, de comparer les 2 performances pour. Après, Facebook, il n'est pas très cher. Hein, non, c'est pour ça. Parce que Google, à l'inverse, je pense qu'il y a beaucoup de concurrence sur les mots-clés immobiliers. Donc, j'imagine que ça doit être assez cher. Par contre, effectivement, en termes de performance business, je suis assez d'accord avec ce que tu disais, Anna. Google, tu vas être sur des gens qui cherchent vraiment à vendre ou à acheter, donc tu as peut-être plus de résultats immédiats. C'est dur de maintenir le top 3 ou le top 4 de référencement sur un secteur. Oui, c'est sûr. Sans vous... Ah, pardon, question. Autre question. Sur Facebook, faut-il avoir un compte ou une page? Philippe. Moi, je pense que, alors, si je suis un professionnel et quel que soit le domaine dans lequel j'exerce, il faut une page. 100% d'accord. Voilà. Si par contre c'est à titre perso, le profil est parfait. Le profil perso, ça vous donne des avantages qu'à court terme. Et comme on l'a dit, les réseaux sociaux, c'est à long terme. Et à long terme, il faut jouer pro. Alors, quelle est la fréquence de diffusion conseillée sur les réseaux sociaux et en salle de sport? On va remonter un peu les épaules. Ça, c'est Nathalie. Alors moi, je crois que j'ai retenu idéalement 2 fois par semaine, c'est bien déjà pour commencer. Pour un débutant. Ouais, pour un débutant. Quand on part de 0. Ouais. Et si je commence à avoir un peu d'entraînement, 1 fois par jour. Voilà, 1 fois par jour, idéal. Et après, on peut même passer dans plus d'1 fois par jour sur du local, peut-être pas. Après, on peut produire 1 seule fois par semaine, paramétrer la diffusion 1 fois par semaine et éviter d'avoir la récurrence au milieu d'un métier qui est quand même plutôt terrain. Donc de se prévoir de créneaux. Est-ce qu'il vaut mieux 2 fois par semaine sur 4 réseaux sociaux différents ou 1 fois par jour sur un seul réseau social? Alors moi je préférerais le deuxième, je dirais 1 fois par jour sur un réseau social, ça va te permettre de le monter, de développer cette communauté et ensuite d'attaquer un deuxième. D'accord. J'aurais tendance à dire ça après. Mais c'est intéressant. Au lancement, quel réseau social recommandez-vous de développer en priorité? Ça c'est Marlène qui nous pose la question. Quel est le plus efficace? Moi je dirais Facebook, Insta. Ouais, tu as répondu. Duo, Meta. Je sais pas si Insta c'est pas celui qui sera le plus pertinent parce qu'on a un métier visuel, hein, on vend des maisons, des photos. Non, c'est vrai, c'est un bon point. On est peut-être plus à l'aise sur Facebook parce qu'on est plus ancien, mais Instagram, c'est sûr qu'en plus on voit bien les vues. Il est peut-être un peu plus ouvert. Moi, je dirais qu'il ne faut pas oublier que les 2 appartiennent à Meta, c'est le même groupe. Et donc, les outils sont les mêmes. Et avec Creator Studio, ce que tu disais, les programmations ou autres, ça peut être, entre guillemets, assez simple d'animer les 2. On a un outil métier, on appuie sur le bouton, ça part les 4 en même temps. Donc, je trouve que c'est pratique. Comme le lanceur de balles, hein, c'est dommage de ne pas l'avoir. Ça part tout seul. Ok, autre question. Alors, David, sur Meta, hors publicité payante, y a-t-il des astuces de rédaction pour obtenir des likes ou partages? Oui, souvent. Après, c'est vraiment le mot astuce est le bon. C'est-à-dire que ça va être des combines ou des astuces qui souvent marchent à un instant T et c'est plus les mêmes demain ou après-demain. Donc, c'est bien de les connaître pour optimiser un peu. C'est pas ce qui va permettre de multiplier par 4 votre visibilité. Qu'est-ce qu'on peut dire? Souvent, c'est l'appel à l'action. Donc, de dire merci de liker, commenter, partager ce post, poser des questions pour que les gens répondent en commentaire. Tout ça, ça va aider. Après, aujourd'hui, et notamment sur la partie vidéo verticale, ça va être davantage la consommation de la vidéo et le temps passé dessus que les interactions. Donc, c'est pas grave si la vidéo fait peu de likes ou autre. Il
faut juste que les gens qui la regardent jusqu'au bout. Tiens, j'aimerais bien avoir ton avis. Il y a quelque chose qui je trouve pas mal développé depuis un petit moment et je trouve que ça commence à être un peu contre-productif. C'est, tu sais, tu fais ton post et tu mets à la une ou follower et en fait, t'as des gens qui touchent du coup toutes les personnes. Ah oui. Mais du coup, enfin, si toi, tu suis pas mal de gens, on se t'en désabonne sors quand même même pas mal. Et je trouve que c'est, j'ai l'impression que certains en abusent un peu beaucoup. Bah, tout à fait, c'est le problème de ces astuces-là, de ces combines, c'est que voilà, en fait, on cherche des hacks, des bugs de l'algorithme pour mettre en avant son contenu. C'est pour ça que souvent ça marche à un instant T et après tout le monde le fait, ça marche plus ou Meta corrige, change une virgule dans l'algorithme etc. Donc moi, je suis pas le plus grand fan de ces petites choses-là. Tout à l'heure, on a parlé de quelque chose, à mon avis, qui peut-être tout le monde ne connaît pas et ne sait pas à quoi ça correspond quand on dit hashtag. Donc c'est le dièse qu'on va mettre hashtag immobilier ou hashtag hier ou real estate, qui est à la mode a priori. C'est quoi l'impact derrière de mettre ça? Moi je sais, mais ça permet... je veux bien que tu le redises un peu pour que. En fait, ça permet deux choses. Ça permet à l'algorithme de mieux comprendre ton contenu déjà, donc ça le guide pour se dire ok, donc ça c'est de l'immobilier, même s'il l'avait compris avec ses IA et autres. Et ça permet surtout à des gens qui ne te suivent pas déjà de pouvoir potentiellement trouver ton contenu. Voilà, donc des gens qui s'intéressent à l'immobilier. Voilà. Quelque part, ils sont sollicités du fait qu'on ait mis hashtag immobilier. On n'en a pas du tout parlé, mais sur ça, on peut utiliser le chat GPT et l'IA pour, quand on fait un post, lui demander quels seraient les hashtags les plus pertinents sur ce post, et puis il te les sort, et puis tu les colles. Moi, je suis toujours dans un gain de temps, parce qu'on a quand même des métiers d'aller chercher des mandats ou faire des visites. Là, c'est expert. Non, mais je trouvais que ça pourrait être... Parce que moi, je ne sais jamais trop quoi mettre en hashtag, donc j'ai compris que Real Estate, je mets ma marque, parce que c'est ma marque, évidemment, Capifrance, mais... C'est vrai qu'on se pose un peu... Après, je pense qu'il faudrait chercher pour vous des hashtags locaux. Tout à l'heure, on parlait de comment je fais pour que mon contenu tombe sur des quartiers ou gens. des communes. Ouais, alors, c'est ça, et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'il faut regarder comment les réseaux sociaux sont utilisés dans ta ville, quels sont les hashtags, est-ce que c'est, je sais pas, le nom du club, la mairie ou autre. Et après, en fait, ce qui est bien, un hashtag, tu cliques dessus, tu vois les autres contenus. Donc, tu te dis, est-ce que j'ai envie que mon contenu se retrouve parmi tout cela, et tu vas vite voir si ça correspond ou non. Moi, j'avais créé un hashtag bien dans le Var, qui est le nom de ma page. Et en fait, effectivement, quand on clique, il y en a depuis 7 ans. Qui sont accumulés. Je ne savais pas vraiment si ça me servirait à quelque chose, mais du coup, j'ai vu qu'on le faisait, donc je l'ai fait. Une heure plus tard, je rencontrerai Quentin, il m'expliquera. Il y a Corinne qui nous demande, j'ai eu un mauvais avis sur Google, puis-je faire quelque chose? Je pense qu'il faut répondre. Appeler Google. Ouais, il faut y répondre et il faut ensuite essayer d'avoir un maximum d'avis positifs en fait bien sûr, pour le diluer. Ouais. Moi, je trouve que ça apporte une authenticité. Le fait qu'il y ait un mauvais avis, ça montre que c'est pas que des amis ou des gens sympathiques, et d'y répondre poliment, effectivement, et puis peut-être de le remettre dans le contexte, mais sans trop appuyer, et puis next, et puis le volume fera que ça... On n'est pas obligé d'avoir 5 étoiles, on peut avoir 4, comme les restaurants d'ailleurs, ou les lieux d'événements. En tout cas, si on en a un, il ne faut pas appeler Google parce que ça ne marchera pas déjà, mais il faut répondre, effectivement, répondre. À part s'il est diffamatoire et vraiment... Ouais, là, c'est une autre histoire. Oui. Alors, comment récupérer le QR code pour partager ses avis Google? Oui, dans les paramètres de la page. Ça va bien se passer. Oui, clique droit sur... C'est un terreau de surprise. Un quart de feuille suffira, fais-moi. Non, je dirais clique droit sur le lien et puis après sur un site qui génère les QR codes. Je peux faire un peu plus. Nous, on nous fournit, donc on peut l'avoir via Capifrance. Alors, mais sinon, je crois qu'on peut le générer, non, en cliquant le lien et le remettant sur un site qui génère des QR codes. Yes. Ouais. C'est parfait. C'est pas ça, si? Question terminée. Pour les autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Absolument. Il faut être chez Capifrance à chaque question. Donc... Anna, Quentin, merci beaucoup d'abord de vous être déplacés de hier et de Paris pour toi, Quentin, pour nos auditeurs. Je pense que ça a été très intéressant. Enfin, moi, j'ai aussi appris des choses. Il y a un replay, donc si vous voulez réécouter justement tout ou partie de ce spécial marketing digital au service de votre notoriété locale, ne vous gênez pas. Et puis je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un spécial investissement. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt. Ciao, ciao.